pense que le projectionniste devait pas être content du tout. Ah, les bâtards, ils sont venus. Non pas une, non pas deux, non pas trois. J'aime cette annonce. Ambiance un peu merguez, hot dog, Voilà, tout mais ça, c'est parce qu'il y avait à manger. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Une histoire de famille, un scandale national et le retour du Punisher. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine... Alors attendez. Est-ce qu'il est en grève ? Non. Ah, il est pas en grève. Non. Donc, il est pas en grève. Non, Donc, je suis sorti de mon bus. ok, donc on a bien Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Original avec nous. Bonjour Gauthier. Salut les originaux, je suis content de vous retrouver. Et Johan Sardet, toujours journaliste cinéma et séries indépendant et toujours chez Just Watch France en l'occurrence. Tout à fait. Et moi, j'étais en grève et puis la retourne à tourner et je suis venu au micro. Aujourd'hui donc un gros plan sur le bus, les Bleus en grève, un documentaire inédit sur l'affaire du bus des Bleus et de la grève de l'équipe de France en 2010 pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Tout de suite après, la chronique de Gauthier, les pieds dans le plat. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui Gauthier ? Bon, je vais essayer de voir avec vous et de dire les vrais trucs sur ces contenus de plateforme qu'on ne trouve que sur les plateformes et qui s'épanouissent un petit peu sur les plateformes. Ces documentaires qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu les plateformes et qu'on est très content d'avoir. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la suite ? Voilà. Oh. Juste après, on aura bien sûr l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Il y a du cow-boy, il y a du vigilante, il y a du love. Et c'est Est-ce qu'il y a les trois d'un coup ? Du cowboy non, vigilant, mais en même temps, tu donnes une idée à l'algo là. Et là, l'algo se dit mais oui, Exactement. on l'a pas encore fait. Le Punisher dans un triangle amoureux, on l'a pas fait ça. C'est ça ? Oh, plus ou moins, ça s'appelle Daredevil. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça a été fait. Merde. Bon, bah autre chose. alors. Zut. Vaste programme, effectivement, Johan. En attendant, tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Original, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et mal. la puce écrase tout le monde. Disney+, Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et oui, ça vient de tomber. Ah là là, t'as sur le pied, sur le pied. Désolé. Ça vient de tomber et ça vient de très très loin. Ça vient de très très loin puisque ça vient du second âge. Oh, je sens qu'il va nous parler de la Terre du Milieu, celui-là. Exactement. Celui-là, il est là. Dès qu'il peut placer sa Terre du Milieu et son Tolkien, il est là. Alors oui, mais bon, je suis pas un grand fan de non plus de je préfère les adaptations de Peter Jackson, dirons-nous. Là, on va parler de la série télé sur Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir. Voilà, puisque ça vient de tomber. Une image a été publiée par Prime Video et surtout une date. Parce que l'image, là, vous êtes dans un podcast, donc c'est compliqué. Mais on peut la décrire, je crois qu'on voit Sauron de dos avec sa couronne, si je me trompe pas. Exactement. En tout cas, la production de la série Amazon a repris un design proche de la couronne qu'aura l'armure noire de Sauron dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bien que là, ce soit plutôt une sorte de diadème qu'on avait déjà entreaperçu à la fin de la saison 2, puisqu'il s'en servait d'armes dans son combat final de la saison 2 contre vous, je vais pas vous dire qui, au cas où vous avez pas regardé la saison 2. Et une date bien sûr, c'est donc le 11 novembre 2026. D'accord. Voilà, donc ça, en fait, il y a un truc très très paradoxal, c'est que le 11 novembre sera le début de la guerre de l'anneau, dans le début de la conquête de Sauron, et surtout, ce qu'on attend dedans, ça va être la forge de l'anneau unique et la corruption des Nazgûl. Rappelle-moi, parce que je sais que je suis à jour, mais je sais plus très bien où on en est, ça c'est la saison 3. Exactement. Ouais. Tu regardes, Johan ? Je dois avouer que j'ai lâché après la saison 1 parce qu'en fait ça m'a gavé. J'adore cet univers, mais je me suis tellement ennuyé, et notamment je n'avais aucun affect avec aucun personnage, ce qui est problématique dans une série, et ce qui pour moi est le gros ratage, alors que tout est là en termes d'argent, de décor, et en fait juste on sent. Enfin moi personnellement j'étais là, je dis je m'en fous. Voilà. T'as encore rien vu parce que t'as pas vu la saison 2. Oh là là. Il y a des vrais problèmes d'écriture, ça, globalement, et ça c'est global, tu vois, ce serait même pas une adaptation. Il y a pour moi de vrais problèmes dans cette série. Par contre, en plus, en termes d'adaptation, c'est vrai que le second âge est un moment des écrits de Tolkien où on a le plus de place pour inventer des choses, mais on a un cadre très précis, très cadré justement. Et là, on n'a pas tenu compte du tout de ce qui s'est passé avant. Ça me rappelle certains épisodes 8 de certaines non-analogies. Voilà, donc
Moi, je vais continuer. Hein. Ah, mais je vais continuer, bien sûr. Je vais vous suivre alors, mais je vais zapper la saison 2, je retrouverai un peu mes petits. Il y a des mecs avec des épées. En gros, je vais les reconnaître. Ah, mais si tu veux, je te raconterai. On fera un rattrapage. Moi, je vais continuer comme le chrétien catholique que je suis, c'est-à-dire c'est ma manière de me flageller et de me dire c'est bon, je tiens, je vais continuer. Sinon, ça vient de tomber là aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bah là, figure-toi, là on va parler de la famille. Ah, family. On va parler de la famille. Attends, je sors une Avec une grosse Corona. voix. Je sors une Corona. Et oui, parce que Vin Diesel donc a annoncé non pas une, non pas deux, non pas trois. J'aime cette annonce. Non pas 5, non, et non, quand même pas, non 4. 4, c'est déjà bien. 4 séries dérivées de Fast and Furious. La famille. Et oui, bien sûr. Ouais. Et je voudrais dire un truc à ce sujet, c'est que la Ne semaine dis dernière... pas de mal de Fast and Furious. Non, aucun mal bien. de Fast and Furious, mais juste la semaine dernière, on a fait une vanne dans Original autour de... alors, tu voudrais bien qu'il y ait des séries Fast and Furious, et moi de répondre « Oh bah oui, ça me dérangerait pas du tout ». Est-ce qu'on peut faire gaffe à ce qu'on dit dans cette émission pour pas que la semaine prochaine, on annonce 50 spin-offs à Happy Days ou je sais pas trop quoi. C'est incroyable, la saison 3 des Anneaux de Pouvoir a enfin respecté Tolkien. Ah non. Non, il n'y a pas de risque. Il pleut de l'argent dans ce studio. Non plus. Des sponsors et des auditeurs encore plus nombreux. Et auditrices. Non, alors, l'histoire quand même il y a un momentum. J'aime bien utiliser le mot momentum. Ouais, c'est pas mal. Il y a un momentum Fast and Furious puisque c'est quand même qui l'aurait cru la projection spéciale du premier film lors du festival de Cannes, C'est exceptionnel. en présence de Vin Diesel et du producteur. Je me dis, parce que donc il faut expliquer, c'est à Cannes Classics, Ouais. là où en fait on passe vraiment des copies restaurées de l'Aurore, de Citizen Kane, et à un moment les gars ils ont fait, c'est pas les 25 ans de Fast and Furious cette année. Je trouve ça tellement génial. Donc Faut dire les vrais trucs. Je veux dire. Donc voilà, Fast and Furious diffusé à Cannes. En attendant Fast 11, qui devrait être le dernier volet de la saga autour de Dominique Toretto. Attendez, parce que 4 séries et on sait pas les spin-offs de quoi ils vont parler. Ni juste- quels personnages ils vont développer. Les rumeurs laissent entendre que peut-être on irait vers l'un des commissaires qui essaie de les arrêter. Enfin, tu vois, on est à ce niveau de. C'est pas Gonk le robot, mais on n'est pas loin. J'ai pas bien suivi parce que je suis contrarié parce qu'on m'envoie pas au Festival de Cannes cette année, donc je boude, donc j'ai rien suivi de ce qui se passe. Mais il y a vraiment une projection. Oui, au Grand Théâtre Lumière, 23h45. Au moment où vous nous écouterez, ça a eu lieu. Et en présence de l'équipe du film. Donc au début, on a vu Fast and Furious Cannes Classic, on fait OK. En présence de Vin Diesel, OK. Moi, je pensais que c'était au cinéma de la plage parce qu'ils avaient déjà fait Fast and Furious 7 là-bas. Fast and Furious 8, enfin, je sais plus quelle avant-première. Et là, ils font non, vraiment dans le cadre du palais des festivals, projection Cannes Classic, Fast and Furious. Le premier. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire? On en a gros. Merci Thierry Frémaux. Bon, non, mais c'est bon, voilà. Et quand on n'y va pas, il se passe des choses formidables au Festival de Cannes. Mais moi, c'est une saga qui est devenue complètement débile, hein, on va le dire, mais pour laquelle j'ai énormément d'affection. Alors, je peux faire un petit mea culpa parce que il y a quelques temps, on était tous les trois sur d'autres canaux de diffusion à parler déjà cinéma et séries. Gauthier, tu nous avais quitté et on avait continué avec Johan. Et dans cette fin d'autres émissions qu'on avait avec Johan, je m'étais engagé solennellement parce que j'étais très condescendant envers Fast and Furious sans avoir vu un seul épisode. Et oui, parce que moi les bagnoles, je m'en fous un peu. Et sous la pression populaire, je m'étais engagé à regarder tous les épisodes. J'ai vu tous les épisodes depuis, et il y a quelque chose qui m'a vraiment saisi. Alors tous ne sont pas au même niveau. Hein. Non, bien sûr. À partir du 8, ça devient vraiment débile. Mais il y en a des biens, le 4, celui qui sert un peu de reboot. 4, 5, 6, et le 5 avec le coffre-fort, il y a des scènes hyper impressionnantes. En fait, ce que je veux dire, et j'ai même vu Hobbs & Shaw, qui est une sorte de spin-off. Qui est bien, moi je l'aime bien. Qui est pas mal du tout. Ouais. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a le fait d'assumer quelque chose de très popcorn et de le faire avec on renie tout le monde, c'est un peu les Avengers avant l'heure mais à leur échelle, et je trouve que c'est ce qu'aurait dû être
la réunion de toutes les stars des années 80 autour de Stallone dans Expendables. Ah ouais, Exactement. bien sûr. Ils ont manqué ce truc-là d'éclat, ils sont trop pris au sérieux. S'ils avaient été dans ce même état d'esprit, je pense que ça aurait été une franchise qui se serait déclinée beaucoup plus. Peut-être, ceci dit, dans les 2 premiers Expendables, il y a une manière d'assumer la violence qui est assez jouissive, quoi. Et tu peux pas te permettre ça dans Fast and Furious. J'aime bien Johan qui dit, à partir du 8, ça devient n'importe quoi. Parce que dans le 7, le moment où il saute de tour en tour à Dubaï, là, on est encore dans la loi de la gravité. C'est le début du n'importe quoi, mais néanmoins, il y a un côté justement famille, et comme tu dis, voilà, Avengers, je crois que c'est dans le 7 où on commence à retrouver des gens d'autres épisodes et tout ça, où il y a Statham qui revient notamment, enfin, ou qui débarque, je sais plus. Moi, alors ça va peut-être faire hurler des gens, mais je préfère vraiment ça à la saga Mission Impossible. Parce que Mission Impossible se prend beaucoup trop au sérieux. Là, en fait, c'est comme tu dis, c'est un truc fun, assumé. On y va avec des gros sauts de popcorn, c'est débile. Chaque personnage a un peu son archétype, même si... je pense à Tyrese Gibson, certains sont un peu gavants au bout d'un moment. Là, il y a le rigolo de service, le geek de service, le machin de service. Mais globalement, cette espèce de famille dysfonctionnelle marche bien pour moi. Et ouais, j'ai beaucoup d'affection pour Fast and Furious. Et il y a un dernier truc aussi, c'est que tout ce qui était très putassier dans les premiers épisodes à base de poum-poum short, etc. Ouais, ça a été effacé au fur et à mesure. Il y a eu Mito qui est passé par là, et après on est dans des soirées blanches sur la plage. C'est Exactement. pas du tout la même image qui est renvoyée, même si on reste quand même dans des bonhommes qui ont des muscles et des nanas qui ont des tailles fines. Enfin, voilà. Moi, j'ai un excellent souvenir du 8, parce que dans le 8, ils vont sous l'eau en voiture et ils vont dans des sous-marins en voiture. Ouais, et je m'étais dit... ça y est, on peut pas aller plus loin. Et dans le 9, ils vont dans l'espace avec en du voiture, scotch, avec du sur les vitres, scotch sur évidemment. les vitres. Et là, tu te dis, ah ouais, ça va être très difficile de faire un 10. Et bien finalement, on se de dit... 10, on descend un barrage à la verticale. On est bien. Mais en tout cas, voilà, moi c'est... Et j'avais trouvé que, voilà, pour pas faire trop long non plus, parce qu'on a d'autres choses à raconter, mais la manière dont ça bouclait avec Tokyo Drift, qui était un espèce d'accident de parcours dans la saga quand même. Ouais. Et le fait de dire, mais souvenez-vous, la fin de Tokyo Drift, en fait, c'est le début du 7, machin, etc. En termes de construction narrative, bon, c'est vraiment du rafistolage, mais ça marche, quoi. Ça, c'est pas trop mal foutu. Ouais. Et donc, ouais, non, très, très, très cool tout ça. Et finalement, moi, je suis content de les voir à Cannes. Ça me fait marrer. C'est un peu comme si Cannes reconnaissait la pop culture d'une certaine façon. Oui, il y a quelque chose un peu de ça. En tout cas, la street culture. Donc, c'est cool. Et sinon, ça vient de tomber. Non, qu'est-ce que c'est? Et je vous le lis de manière très solennelle. Non, il n'y a aucune raison à ça. C'est juste histoire de varier mon jeu. C'était une proposition. On la refait? Non, on la garde. Non, on la garde, elle était bien. Cet homme est comédien. Les créateurs de Dark rejoignent la saison 2 de Ça, Bienvenue à Derry. Ah, il y a une saison 2 à ça, bienvenue à Derry. Exactement, okay. exactement. Alors là, on est sur HBO, bien sûr, dans quelques temps, mais selon plus d'informations qui ne sont pas encore tout à fait confirmées par HBO. Mais en tout cas, la saison 2, elle est validée, ça c'est sûr. Muschietti parle déjà même d'une saison 3. Puisqu'il avait pensé sa série en 3 étapes, Oui, c'était ça, en 3 époques différentes où à chaque fois on va remonter dans le temps. Là ça repart en arrière. On part en 1910, un truc comme ça. Je me disais comment ils vont, parce que là l'étape d'après c'est les années 80, donc ce qu'on connaît déjà. Non, il repart en arrière. Okay. Voilà, et on avait déjà eu un flashback dans le flashback qui nous amenait à la fin des années 1800, etc. Donc ça c'est les 3 saisons en gros, c'est les 3 temporalités. Okay. Là on va être donc dans les années 1910 et ce qui se passe c'est que donc il y a cette rumeur folle de booster à mort l'équipe scénaristique autour de Ça, Bienvenue à Derry. Et parmi les noms évoqués, donc on a, pardonnez mon allemand, Jantje Freze, voilà, et Baran Bo, j'ai jamais fait d'allemand, et Baran Bo Odar. Voilà, c'est les 2 personnes. Ça s'entend. Ouais, voilà. Vas-y, fais mieux. Non. J'avais une news sur la Casa des Papel, mais je l'ai viré. Wunderbar, ich liebe das Clown. Pas mal. Joli. Schön. En tout cas, c'est le duo allemand qui est derrière la série Dark, qui est vraiment la série, une des séries absolument géniales de Netflix. Regardez Dark si vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà, donc on parle d'eux, mais on parle aussi de Jessica Meckelberg, qui a contribué à écrire la première saison de Stranger Things avec le duo des frangins qui était derrière la série Stranger Things. Et on parle aussi de scénaristes qui viennent du Pingouin ou de Snowpiercer pour venir compléter tout ça. C'est un peu un Avengers de la writing room, quoi. Mais ouais, alors voilà, déjà moi la saison 1 de Ça, Bienvenue à Derry, je trouve que elle est très prometteuse au début, il y a un petit ventre mou et elle épouse des thématiques beaucoup plus larges que le fantastique.
avec les mouvements sociaux dans les années 60, etc. Et elle le fait avec pas mal de panache sur la fin de série. Donc j'avais été très agréablement surpris après avoir pensé qu'on serait sur un cliché, un énième cliché de gamins qui se battent contre des forces surnaturelles. Ça allait plus loin et donc je suis très curieux de savoir ce qu'ils pourront imaginer pour cette suite. Moi, surtout, j'espère que la série va réussir le pari de rester aussi crasse-pouille. Parce que c'est la dernière fois que j'ai vu des scènes gore à ce point. Ouais, c'était vraiment, c'était dès l'épisode 1 avec le bébé dans la bagnole. Là, où on Oui. fait, wow, ça part très bien tout ça. Ça part, si, alors moi j'ai un équivalent que je suis en train de rattraper, ça s'appelle From sur Paramount+. Ah, dont on m'a dit, oui, c'est du Stephen King rencontre Lost un peu. C'est Ouais. ça. Voilà, c'est ça. Et qui se fout de Lost dès le départ, c'est marrant. Et mais voilà, From va va au même niveau, ouais, franchement. Parce que là, alors on va pas tout spoiler, mais la scène de l'escargot. dans ça, mais là la on parle de scène ça. de l'escargot dans ça, Welcome to Derry, mais Ouais, c'était pas mal ça. c'est épouvantable. La scène au théâtre est très bien aussi. Hein, je tiens à dire. Enfin bon. Ouais. Enfin bon, voilà. Juste, j'ai un petit mot à dire pour les scénaristes. S'ils m'écoutent, il y a peut-être des chances. on a plus d'auditeurs. Non, n'expliquez pas trop de trucs. Moi, c'était le seul truc qui m'embêtait, c'était le côté. Il y a un cercle de lumière pour protéger du clown. On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Voilà, Pennywise, il existe, c'est une espèce d'entité. De tout expliquer, ça gâche un peu la magie quand même, je trouve. Et oui, parce que sous le masque noir de Dark Vador, il y a une tête blonde. Voilà. Donc, c'était tout pour les news aujourd'hui. On a passé beaucoup trop de temps. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le gros plan de la semaine. Et ce gros plan, il parle du documentaire sensationnel et sensationnaliste peut-être, Le Bus, les Bleus en grève sur Netflix. Un documentaire sportif français, donc centré sur le fiasco de Nisna pendant la Coupe du Monde 2010. On dit comme ça ? Moi, je crois que c'est Naïsna. Nice, Ouais. ok. Donc le film revient sur l'un des plus grands traumatismes médiatiques de l'histoire du football français, à travers des archives, des témoignages inédits et directs. Voilà, Netflix transforme cet épisode en véritable récit de crise nationale. 1h20 pour faire la lumière, peut-être, sur cette histoire. Déjà, avant de parler du documentaire dont qu'on a pu voir à l'avance, j'aimerais que vous puissiez me donner, en quelques mots, votre profil de supporter. Gauthier. Moi, je suis un très mauvais supporter. Je suis assez hostile envers le foot. Et je commence à y trouver un réel intérêt depuis quelques mois. Donc, j'ai toujours suivi de très loin pour pouvoir garder un point de contact avec mes amis et avec les gens, de manière générale, hein, pour pouvoir discuter. Mais ouais, moi, l'éternel plan sur un gazon tout vert pour suivre une baballe qui va des pieds de machin aux pieds de bidule et tout ça, c'est un spectacle qui m'ennuie profondément. Et donc, j'ai toujours été assez hostile envers ça. La finale 98, je l'ai passée au cinéma devant Scream 2. C'était toi la seule entrée du jour. C'était moi et mon papa. Et je pense que Deux entrées. Ouais, je pense que le projectionniste devait pas être content du tout. Ah, les bâtards, ils sont venus. Et la finale 2010, je l'ai passée au cinéma devant La Balade sauvage de Terrence Malick. Et voilà. Donc Et t'es sorti, tu fais oh là là. c'est ça. Beaucoup de monde dans cette rue. Qu'est-ce qui se passe? Et de votre côté Alors moi, le foot, à peu près rien à foutre, sauf dans les grands événements, c'est-à-dire quand ça joue très très bien, donc Coupe du Monde, Euro, finale de la Ligue des Champions, trucs comme ça, je suis là. Sinon, voir Le Havre Guingamp, ça m'intéresse pas du tout, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui habitent dans ces villes, mais c'est pareil, quand il y a un PSG-OM, je m'en fous. Voilà. Mais par contre, quand c'est du niveau national, pas par chauvinisme, mais parce que c'est les meilleurs des meilleurs, et donc là, de voir du beau jeu et des athlètes, et avec en plus plein de pays différents qui supportent leur équipe, je trouve que c'est des chouettes moments. Bah, moi, j'ai récemment été invité au Stade Bauer de Saint-Ouen pour voir jouer le Red Star. J'ai trouvé ça sympa. Ambiance un peu merguez, hot dog. Voilà, tout mais ça, c'est parce qu'il y avait à manger. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Moi, de mon côté, j'ai fait du foot quand j'étais plus jeune. J'ai suivi le foot un peu par habitude sociale des groupes d'amis et ce genre de choses. Mais je me suis pas mal intéressé quand je jouais aux jeux de foot. Oui. À une autre époque, et même mes potes qui étaient ultra fans disaient mais Romain, mais comment tu sais que ce joueur il est... Bah parce que parce que je joue à PES et que en fait je sais qu'il est ambidextre, par exemple, tu le savais. Et enfin voilà, donc j'ai eu ce truc là, et quand j'ai arrêté de jouer aux jeux de foot, quand FIFA est repassé devant Pro Evolution Soccer pour les spécialistes et les puristes, j'ai arrêté de jouer à des jeux de foot, et là je me suis intéressé à un vrai sport qui m'intéresse, le rugby. Voilà.
Je suis d'accord. Mais oui, moi je suis d'accord, c'est plus intéressant à suivre. Enfin, il y a plus de dramaturgie dans un match de rugby que dans un match de foot. Je trouve, hein, mais après, voilà, je suis néophyte. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous avez vu, pareil, moi je suis quand même les compétitions nationales, l'Euro, la Coupe du Monde, ce genre de trucs, c'est resté. Puis participer à un truc collégial. Voilà, c'est ça, c'est un truc, un jalon culturel et de société, quoi. Ouais. Donc du coup, moi j'avais suivi à l'époque, je suivais encore le foot et les Coupes du Monde surtout. Et donc j'ai vécu de plein fouet tout ce que est décrit. Et je dois vous avouer que, alors évidemment, je dois faire peut-être pas un mea culpa parce que j'ai causé de tort à personne. Mais mon avis à la lumière de ce documentaire a bien changé sur la situation. Ouais. Et les torts peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qui veut me le pitcher, ce truc-là ? Comme tu veux, si tu veux, non, je peux me lancer. Voilà. Donc on est en 2010, donc Coupe du Monde en Afrique du Sud. La France, en tout cas l'équipe de France, sort d'une élimination à l'Euro 2008 au premier tour, hein, alors qu'elle avait été finaliste de la Coupe du Monde en 2006. Coup de boule de Zidane, tout ça, je vais pas vous la refaire. L'équipe coachée par Domenech qui est pas dans les meilleures relations avec la presse, une équipe de France qu'on trouve un petit peu arrogante. Voilà, en tout cas les étoiles déjà sont alignées pour que ça se passe pas super bien. Et arrive 2010, premier match, une équipe de France qui est pas en place, qui joue pas très bien et où on sent déjà d'un peu le truc se fracture. Match suivant, on sent que ça se passe pas du tout bien. Et après il y a une fameuse une de l'équipe qui révèle des propos qui auraient été dits par Nicolas Anelka dans les vestiaires à l'encontre de son entraîneur. Et après un espèce de drama gigantesque sur lequel voilà on va revenir. Et donc le documentaire s'intéresse à ça en expliquant voilà le contexte et surtout ce moment où tout explose et où en fait on a l'impression, moi c'est ça que j'ai aimé au-delà du sport, même si vous aimez pas le sport, on a l'impression que c'est une loi de Murphy voilà qui prend vie devant nos yeux, où chaque fois on fait il peut rien arriver de pire. Ah si, machin a dit ça. Et ça part en vrille à chaque fois, voilà. Et donc c'est très intéressant à suivre comme presque comme modèle de gestion de crise. Et ça ressemble à ça. Va te faire sale fils de. La rumeur d'un clash devient réalité. Jamais une telle crise n'avait été vécue par le football français. C'est la plus grave crise du sport français. On a affaire à une honte nationale. Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j'ai pris mes responsabilités et j'aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. Gauthier, de ton côté, est-ce que tu fais partie comme moi des gens qui ont peut-être changé d'avis sur cette situation ? Surtout, ce que j'aime dans le documentaire, c'est qu'il te retrace bien quelque chose qu'on a perdu de vue au moment où ça s'est passé. Et au moment où on ressentait toute cette honte nationale de se dire tiens, nos joueurs sortent pas du bus pour aller s'entraîner alors qu'ils sont déjà en train de perdre et qu'il leur reste un match à jouer et tout. Ce que fait très bien le documentaire, c'est de te dire attends, cet événement n'est pas un événement seul. Cet événement, il prend ses racines déjà en 1998 quand on gagne la Coupe du Monde. Ensuite, il se poursuit cet événement par le moment où on perd en 2006 en finale, et on perd sur un coup de boule de Zidane qui finit sa carrière comme ça, hein, en se faisant exclure alors que ça a été le plus grand joueur du monde. C'était déjà Domenech l'entraîneur, et il doit l'avoir mauvaise parce que on était à 2 doigts de gagner, si tu veux, quoi. Mais bon, la dramaturgie du sport fait que le plus grand sportif de l'époque tire sa révérence comme ça, ce qui était à la fois consternant et magnifique, quoi. Ensuite, Johan le rappelait très bien, il y a cet Euro 2008 où on est ridicule. Ensuite, il y a la qualification. Sur une main honteuse. Sur une main de Thierry Henry face à l'Irlande. Je tiens à rappeler aux journalistes qui ont commenté ce match, parce que moi je m'en souviens très très bien, qu'ils ont appelé les Irlandais les Britanniques pendant tout le match, alors qu'il y a quand même une guerre hein, pour que qu'on ne les confonde pas. Et ensuite, ils arrivent à la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec un stress absolument maximum. Et ils doivent s'illustrer comme la nouvelle équipe de France depuis l'équipe qui nous a fait gagner le Mondial 98. Donc ils ont une pression, ces gens-là. Mais ils sont qualifiés sur une... Sur la main de Thierry Henry, voilà. Donc déjà, il y a 12 ans d'une histoire un petit peu chaotique de l'équipe de France, ils arrivent en Afrique du Sud avec une pression et un stress qui est maximum. Et ensuite, ce que déroule le documentaire qui est absolument fascinant, c'est comment, dans cette situation de stress maximum, tout le monde fait le mauvais choix.
tout le monde Ouais, c'est fait exactement la décision, prend la décision la plus stupide. Il y a une force du documentaire, c'est pour la première fois arriver à tendre le micro à 99% des intervenants de l'histoire. Oui, il manque Nicolas Anelka. Oui, il manque Anelka de manière... Mais qui était intervenu dans un documentaire, je sais plus sur quelle plateforme c'est, ou Prime ou Netflix, mais il y avait eu un portrait de lui où il revenait sur cette affaire notamment, donc ça peut permettre de compléter. En tout cas, il a porté sa version des faits, quoi. Et là, sinon, tout le monde est là, tout le monde parle, et même, cerise quand même sur le gâteau, les réalisateurs du documentaire, donc c'est réalisé par Christophe Astruc, ont eu accès au journal intime de Raymond Domenech, qui leur a donné, voilà, parce qu'il écrit un journal intime, et ils lui ont dit, bah vas-y, tu peux piocher dedans. Et ce que ça révèle, en fait, c'est ça, c'est l'un des gros trucs fascinants parce qu'en fait, ça sert un peu de fil rouge et de fil conducteur. Et en fait, on assiste à la descente de quelqu'un écrasé par ses décisions, comme dit Gauthier, par ses suites de mauvaises décisions, écrasé par le comportement de ses joueurs, écrasé par la pression d'un pays, écrasé par la pression médiatique. Et on voit vraiment un gars se fissurer au fur et à mesure des extraits, et c'est assez fascinant à suivre. Mais c'est même un véritable documentaire à soi seul sur le management toxique, quoi. Exactement. C'est effarant. Si on a des managers et des patrons qui nous écoutent, mais ça c'est un truc que j'aimerais dire, mais il faut regarder ce documentaire pour garder ça en tête. Quand vous êtes manager ou patron, vous êtes dans une position d'autorité. Ce qui est vrai, c'est indéniable. C'est un vrai pouvoir, mais comme ils disent dans Spider-Man, les grands pouvoirs, les grandes responsabilités, tout ça, quoi. C'est pas parce que vous êtes dans une position d'autorité qu'il faut faire preuve d'autorité ou qu'il faut faire usage de l'autorité. Pendant tout le documentaire, j'avais envie de lui dire, mais attends, ces gars-là, c'est pas tes copains, t'es dans un rapport professionnel, mais c'était piou-piou, quoi. Il faut que tu sois avec eux, pas contre eux. Et le premier truc qu'il fait, sans aucune explication dans le documentaire, c'est qu'il y en a un dont j'ai un peu oublié le nom. William Gallas. Voilà, William Gallas. Lui, il doit très naturellement devenir le capitaine de l'équipe. Parce que voilà, il est le plus âgé, il a le plus d'expérience en club. Il est à cette position-là. Voilà. C'est logique qu'il devienne. Et Domenech, c'est le premier truc. On est à la première minute du documentaire. Domenech se dit, bah non, ça me fait chier qu'il devienne capitaine. Lui, je vais dire à Evra que c'est lui le capitaine. Donc déjà, il oppose deux gars qui n'ont rien demandé. Et alors surtout, à la limite, ça peut être un choix stratégique. Il peut considérer que c'est mais il explique rien à personne. Mais, voilà, et surtout, il va pas voir ni l'un ni l'autre pour leur dire, c'est juste comme ça. Et puis jamais il va le commenter, jamais il va aller l'expliquer aux joueurs. Exactement. Ouais. C'est juste comme ça. Et il y a plein de moments dans le documentaire manque de considération. Où il assume face caméra. Il dit, moi je suis sélectionneur, donc j'ai une guillotine. Et ma guillotine, si je veux, je m'en sers. Voilà. Connard, c'est pas comme ça qu'on fait pour manager les gens. Et là, il sourit. Oui. Même aujourd'hui encore. Mais c'est horrible. Il y a un truc très psychologiquement inquiétant sur la manière de driver tout ça. Alors qu'il est lui-même fondamentalement affecté par cette histoire. Exactement. Et à plein de moments, justement, c'est là où, justement, ce que tu disais, suite de mauvaises décisions ou Lou Murphy ou autre, on se dit, tiens, c'est le moment où vous pourriez réparer les trucs juste là. Ouais, là. Non, et tu fais encore de la merde. Et c'est très, très étonnant. Et surtout, c'est marrant parce que tu reparlais de la Coupe du Monde de 2006 et justement, ce coup de boule de Zidane sous la juridiction de Domenech. Je pense que Zidane n'aurait jamais fait ça sous la juridiction d'Aimé Jacquet. Et en fait, ça montre déjà qu'il y a un problème de considération des joueurs vis-à-vis de toi, parce qu'en fait, moi j'ai toujours l'image de le bon général, ou en tout cas le bon chef de combat, c'est Maximus dans Gladiator, tu sais, qui passe au début et qui vient saluer chacun de ses hommes. Et en fait, les mecs vont le suivre au combat, et même s'il faut mourir, ils vont le suivre. Et en fait, ça, c'est un bon chef, je pense. Absolument. Et en fait, tu dis, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait être ce chef-là, comme tu dis, pour embarquer les mecs avec toi, et à chacune de tes décisions, il y a même, parce que c'est intéressant, le documentaire donne aussi la parole aux responsables de la presse, à un préparateur physique. Personne ne comprend tes décisions, même dans ton staff proche. Personne. Et en plus, tout le monde joue les uns contre les autres. Il n'y en a pas deux qui sont copains dans les mecs interviewés. Si, il y a peut-être un peu les joueurs entre eux. Les joueurs entre eux, oui, assez vaguement. Mais c'est marrant aussi comment toute cette histoire nous a tellement été racontée pour qu'on déteste les joueurs.
et qu'on découvre dans ce documentaire que finalement, si on se met de leur côté, il y a quelque chose d'un petit peu... Oui, on comprend leur geste de... Alors, peut-être pas que la grève... Peut-être pas de sortir du bus, mais on voit bien que même le truc de pas sortir du bus, c'est un truc d'incompréhension entre tout le monde. Et c'est surtout... Eux, ils voulaient juste saluer les fans, ne pas faire l'entraînement et rentrer chez eux. Mais il y a quelqu'un qui a sabordé le truc en disant « Ouais, vous les faites pas repartir. » Du coup, ils sont assis dans le bus... Et ils sont là comme des cons à se dire comment on rentre. Tu vois, enfin bon. C'est surréaliste. Ouais. Et ça rejoint ce que tu dis, c'était ta première question, c'est que, alors sans dire, parce que je pense que ça serait trop facile de dire, on se rend compte que Evra c'est le gentil ou autre, mais c'est vrai que moi, j'avais adhéré à ce récit national, ou en tout cas médiatique, qui est que, ah là là, tous des abrutis, et Evra c'est un peu le chef des méchants. Et en fait, tu dis, oui, en fait, la vie est beaucoup plus subtile que ça, là, d'avoir quelqu'un qui a l'occasion, enfin, calmement, sans l'affect du moment, parce qu'il avait essayé en conférence de presse, on le voit, mais il se fait déborder à la fois par la colère, par le désarroi et tout ça. Le sentiment d'injustice aussi. L'injustice, mais en fait, d'avoir quelqu'un qui calmement peut te dire, voilà de mon point de vue comment ça s'est passé, c'est hyper intéressant. Et d'un coup, tu te dis, ah ouais, ok, Evra, c'est peut-être pas le méchant qu'on nous a vendu. Oui, même si après, il a pris des mauvaises décisions aussi. Hein, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut aussi travailler avec nos propres souvenirs de cette époque-là. On savait bien que tous ces joueurs, c'était quand même pas les chips les plus croustillantes du paquet. Tout à fait. Bon, mais si je peux vous emmerder un petit peu avec ma culture britannique, je vais vous sortir une phrase qui m'était venue à l'époque et qui m'est revenue en revoyant le documentaire. Il y a un dicton anglais qui dit « Familiarity breeds contempt ». Là, vous allez vous dire, ça y est, Gauthier, il nous a encore éternué un chocolat à la menthe avec un chapeau melon et un parapluie. Ce qui est complètement faux, hein, par ailleurs. Mais familiarity breeds contempt, ça veut dire la familiarité cultive le mépris. Et je trouve que cette équipe de France, menée par Domenech, qui s'exprime dans son journal intime, avec des propos sur sa propre équipe où tu te dis ouais je me suis mis en mode fils de pute, ces enculés, je vais machin, tu te dis mais comment tu parles aux gens, et les propos qui ont été rapportés par l'équipe, qui étaient vrais ou faux, je ne le sais pas, mais sont des propos qui sont très iconiques de l'équipe de France de cette époque-là, et tu te dis ouais voilà, les rapports humains quand ils sont traités sur ce degré-là de familiarité, ça ne peut que cultiver cette forme de mépris. Moi, j'ai en tête mon meilleur ami, mon plus vieil ami que je connais depuis ma plus tendre enfance. C'est pas du tout quelqu'un avec qui je le vois et je le salue en lui disant « Salut ma couille » et je lui claque la fesse et tout ça. Surtout pas. Au contraire, on est dans un rapport pas formel, mais on est dans des rapports de respect très étroits, et c'est ça qui fait que notre relation se solidifie. D'ailleurs, je le salue parce que je sais qu'il nous écoute régulièrement. Et c'est surtout, je plus sois dans ce que tu dis, c'est que même si on pourrait se dire que le journal intime est un peu le psy, tu vois, de quelqu'un qui est dans la pression de la Coupe du Monde et tout ça, et qu'il a besoin de coucher ça sur le papier, mais même si tu te dis ça reste dans ces pages-là et tout ça, en fait, ce que tu ressens pour tes joueurs, ils le sentent. Même s'ils ne lisent pas tes pages. Quand tu les croises dans les couloirs, quand tu les regardes dans les vestiaires, ils savent que tu les méprises. Donc en fait, ça ne peut pas marcher. Et donc en fait, soit tu as pris la mauvaise équipe, parce que c'est peut-être ça aussi son erreur, c'est qu'il prend les meilleurs, tu vois, les meilleurs du monde. S'il y a Anelka, à ce moment-là, c'est les meilleurs attaquants, machin. Mais on se souvient d'Aimé Jacquet qui avait fait des choix qui avaient été décriés. Le mec, il a dit, je veux pas Cantona, je veux pas Ginola, je veux une équipe qui soit une équipe et qui tienne la route. En fait, Domenech n'a pas fait ce choix. Il prend des superstars avec beaucoup d'ego qui ne peuvent pas fonctionner avec lui. Donc en fait, oui, c'est une erreur aussi de management, de coaching. Le mec choisit la mauvaise équipe, quoi. Et ce que le documentaire nous apprend aussi, c'est certaines décisions peut-être prises de manière un peu rapide par la fédération. Tout à fait. Et c'est des comportements qui vont entraîner une surcouche encore derrière de réactions. Je pense que sans décision aussi rapide et unilatérale du président de la fédération à l'époque, il n'y aurait pas eu ce mouvement de grève, etc. Oui, mais encore une fois, tout ça est un jeu de domino, parce que ce qui fait naître cette décision de virer Anelka de l'équipe de France en pleine Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu un seul, où on voit Domenech qui est sur le banc de touche, qui dit à Anelka, tu fais ça et tu fais rien autrement et tu fais ce que je te dis et tout, comme un espèce de petit chef hargneux, quoi. Et Anelka qui lui est sur le terrain et qui, de manière un peu arrogante, lui fait comprendre, non, je fais ce que je veux, au fait.
C'est moi qui joue et j'ai pas envie de faire ce que tu me dis. Donc il y a une certaine sorte de confrontation entre c'est pas un employé et son employeur, mais c'est presque ça, quoi. C'est un mec qui donne des ordres de manière catégorique et des ordres qu'on comprend pas, et l'exécutant qui est là à dire non, on s'entend pas. Ce qui est un truc normal d'entreprise, qui devrait être géré en 2-2 et qui là, du jour au lendemain, se termine par un truc hyper dramatique. Le mec, on le renvoie chez lui, ses petits copains sont là à pas comprendre du tout ce qui s'est passé et tout. Enfin, c'est vraiment... Tout marche mal dans le pire des mondes, quoi. Ouais, exactement, mais aussi exacerbé par le fait que ces phrases-là et ce qui amène la décision de la fédération, c'est que ça sort dans la presse avec cette fameuse une de l'équipe. En plus, ouais. Ils interviewent d'ailleurs à la fois les gens qui, on va dire, qui attrapent le scoop et ceux qui sont à Paris qui fabriquent la une en disant non, on veut du côté très tabloïd. Enfin, il y a un côté très craspec, quoi. Oui, en fait, comment on va vendre du papier? Les gens de l'équipe qui sont interviewés assument un petit peu ce côté. On va mettre de l'huile dessus, quoi. Ouais, nous on voulait du trash et tout ça, quoi. Et donc en fait ça interroge aussi presque aussi notre propre métier, de dire jusqu'à quel point c'est de l'info, jusqu'à quel point tu as vérifié tes sources, jusqu'à quel point en fait ça nous met aussi dans cette position, parce que moi je me souviens, comme tu disais au début, Gauthier, on était dans une position de honte un peu consternante d'être français dans ce cas-là, oui. Et en même temps on était fasciné par ce spectacle, donc on était pris dans cette espèce de truc de dire on voit un drama en direct, c'est trop bien, en même temps c'est chiant parce que c'est nous, en fait on aime ça un petit peu, donc il y a un côté très français là-dedans. Je pense qu'on a eu besoin d'avoir les deux temps de ce même sport. On a eu besoin d'avoir la très grande réjouissance de 1998 et cette folie, cette ivresse d'être champion du monde, et on a eu besoin d'avoir la réponse en négatif. C'est vrai, avec ce moment absolument tragique où on a nous-mêmes daubé sur notre propre équipe de France de manière horrible. Finalement, ce documentaire, c'est rien d'autre que les yeux dans les bleus en miroir, quoi. Exactement. C'est le négatif de ça. On rappelle. C'est des bleus dans les yeux. On rappelle quand même que cette Coupe du Monde, mis à part ce micro-événement aux yeux de la planète, où on était la risée, mais vraiment la risée du monde, quoi. Mis à part ça, cette Coupe du Monde, elle s'est très bien passée, elle s'est très bien déroulée et terminée. Il y avait Shakira, il y avait Waka Waka, il y avait les Vuvuzela. Moi, voilà, bien. Il y avait ces putains de Vuvuzela. Non, parce que voilà, faisons un documentaire sur les Vuvuzela. C'était le vrai problème. Ça s'appelle Le Bus, les Bleus en grève. C'est disponible sur Netflix depuis le 13 mai. Si je peux rajouter un mini truc, moi j'ai vraiment regardé le documentaire, parce que voilà, à la fois ça dure 1h20 et moi c'était ma grande frustration. Je trouve qu'il y avait la possibilité de faire presque un truc à la The Wire avec toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un épisode sur les joueurs, un épisode sur le coaching, un épisode sur les médias, un épisode sur la politique, un épisode sur nous-mêmes, sur les supporters. En fait, on aurait pu raconter 5 pans de la France à travers cet événement. Je trouve qu'en 1h20, ça ressemble un peu à une bande-annonce d'un truc qui aurait pu être beaucoup plus... Ouais, il y avait de quoi faire une série. Surtout qu'on l'a pas traité là, mais le rôle des politiques, de Roselyne Bachelot qui s'est déplacée sur place pour parler aux joueurs. Ça raconte plein de trucs sur nous. Et qui après parle à l'Assemblée et tout ça. Enfin, c'est vraiment des choses qui mériteraient effectivement d'être encore plus creusées. Voilà. En tout cas, voilà. Même si vous n'êtes pas fan de football, c'est un documentaire sans doute à regarder sur Netflix. Et Gauthier, te replonger dans ce scandale, ça t'a inspiré puisque tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous amènes cette semaine ? Alors, cette semaine, je voulais reprendre une bonne vieille question qu'on avait dans la précédent format du questionnaire de Originals. Cette question, c'était quel format manque sur les plateformes et qu'est-ce qu'on aimerait y voir. Et je trouve que ce documentaire, il répond pas mal à mes attentes à moi. C'est-à-dire que c'est un documentaire sur quand même un immense fiasco du sport, un truc sur lequel a priori on n'a pas tellement envie de revenir, mais justement parce que ça a laissé un trauma dans notre souvenir collectif de gens qui aiment... On les aime bien, les Bleus, on n'a rien contre eux, a priori on est toujours content de gagner la Coupe du Monde et tout ça. Voilà, Netflix a eu cette très bonne idée de revenir là-dessus et de d'étoffer un petit peu cette histoire et de jeter une nouvelle lumière dessus. Je pense, je peux pas le prouver, mais je pense que ça n'aurait jamais intéressé le cinéma de faire un tel documentaire, parce que tu te dis, attends, mes entrées, je les trouve où et tout ça. Et je pense que ça n'aurait pas vraiment intéressé la télévision non plus.
quand même, la télévision, elle aime bien raconter des bonnes histoires. Ça va pas intéresser une chaîne comme Arte de revenir sur un truc aussi vulgaire, entre guillemets, que les Bleus qui veulent pas sortir du bus. Ça va pas intéresser TF1 non plus, tu vois. TF1 a d'autres... Surtout une année de Coupe du Monde. Oui, d'autres ambitions d'audience et tout ça. Et donc, je trouve que les plateformes sont un petit peu un lieu privilégié pour justement nous raconter des histoires comme ça. Et quand j'ai commencé à repenser à cette histoire de 2010 et effectivement à ces images qui étaient très frappantes et qui me sont restées en tête alors que je ne m'intéresse pas au football, il y a plein d'autres images qui me sont revenues et je me suis dit, tiens, Netflix, mais pas seulement Netflix, toutes les plateformes pourraient investir dans des documentaires sur des images que j'ai encore en tête et qui ne m'ont jamais été décryptées ou expliquées. Par exemple, je sais bien que la télévision a produit énormément de documentaires sur le 11 septembre, parce que voilà, des images traumatiques s'il en est. Mais jamais rien ni personne ne nous a produit de documentaires sur la dramaturgie, c'est un petit peu cynique de l'appeler comme ça, mais pareil, ce qui nous amène au 11 septembre, toutes les grandes étapes qui nous amènent au 11 septembre. On voit bien comment ce documentaire sur les Bleus nous fait comprendre que c'est pas juste un événement de 2010, mais que c'est un événement qui prend ses racines en 98, puis en 2006, puis en 2008, etc. Et que petit à petit, on en vient à ça. C'est une grande histoire, en fait. C'est pas une petite histoire, c'est une grande histoire. Le 11 septembre, c'est absolument pareil. Les talibans on plaisante souvent sur Rambo 3 qui glorifie le fait que les Américains sont allés implanter les talibans en Afghanistan, mais c'est un petit peu vrai. Il y a eu un attentat sur l'ambassade nigérienne, l'ambassade américaine c'était pas au Niger, c'était au Kenya peut-être, en 99. Ce à quoi les Américains ont répondu en bombardant l'Afghanistan et en ne touchant rien d'autre que des chèvres. Il y a l'assassinat du général Massoud aussi. Il y a eu ça, et il y a eu en mars 2001 des images qui existent et que personne ne regarde alors que c'est les images les plus fascinantes de tous les temps. Les talibans qui avaient détruit les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Est-ce que vous vous rappelez de ces images ? Elles sont complètement folles. C'est-à-dire que pour essayer de les décrire vite fait, en mars 2001, il y avait dans des falaises afghanes, il y avait des espèces d'immenses statues qui faisaient des dizaines de mètres de haut de Bouddha, qui étaient là depuis des centaines, voire des milliers d'années, je sais pas, tu vois. Un truc que tu regardes en te disant, mais c'est fou ce que l'être humain est capable de faire, tu vois, la merveille du monde. C'est genre l'équivalent du Sphinx, quelque part. Ouais, c'est ça. D'une autre culture, d'une autre époque, mais voilà. Exactement. Et les talibans, juste parce que ça leur allait pas dans leur truc de religion et tout ça, ils ont foutu de la dynamite là-dessus, et en d'une seconde à l'autre, bah, tu vois ces espèces de trésors de l'humanité partir en fumée. Et bah là, tu prends la mesure de ce qui se prépare. Si tu veux, tu te dis, ah ouais, pour faire ça, il faut une peuplade qui est prête à faire des trucs, des dingueries quand même, quoi. Donc, l'escalade de ces images, ça t'amène au septembre avec les images les plus traumatiques qui ont jamais été données à l'humanité de processer dans son cerveau, je pense. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de l'humanité qui sont traumatisants. Hein. Oui, mais qui n'ont pas été filmés, justement. Où les images manquent de manière cruelle, si tu veux. Donc ça fait partie des images les plus tragiques. Et je me dis, typiquement, les plateformes, parce que la télé serait frileuse devant un tel sujet, ou le cinéma se dirait, bah on va pas faire beaucoup d'entrées. Mais typiquement, les plateformes pourraient se dire, tiens, là il y a des trucs que les êtres humains ont pas mal occultés ou n'ont pas eu, sur lesquels les êtres humains n'ont pas eu beaucoup d'explications, on pourrait creuser là-dedans. Ou même les réactions, tu vois, plutôt que de faire un truc sur le 11 septembre en tant que tel, ça fait partie des événements assez traumatisants pour que tout le monde se dise, moi je me souviens ce que je faisais à ce moment-là. Exactement, ouais. Et il y a peut-être quelque chose à faire sur les gens et comment la perception ou la médiatisation de ces événements, je crois que les chaînes d'infos sont créées à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose à raconter aussi de ça, tu vois. Oui, bien sûr. Et de toute façon, je voulais pas faire toute une chronique autour du 11 septembre. Pour moi, c'était un exemple de truc sur lequel on pourrait tirer 20 fils différents et faire des documentaires passionnants. Mais un autre exemple qui est vraiment un exemple que je tire d'une caméra de vidéosurveillance. Mais quand nous étions sur les Champs-Élysées et qu'on travaillait pour Allociné, Johan et moi, dans les toutes dernières
dernières années des locaux des Champs-Élysées, on avait en face des locaux d'Allociné le Virgin Megastore des Champs-Élysées. Et le Virgin Megastore, qui était une institution culturelle, a fermé, je crois en 2013, de mémoire 2013, un truc comme ça. Et j'ai vu les images de la vidéosurveillance de la dernière ouverture du Virgin Megastore, c'est-à-dire du jour où tout doit disparaître, en gros, et des hordes de gens qui entrent là-dedans comme des zombies pour tout s'arracher et tout. Et quand tu te dis, mais attends, c'était mon lieu de culture, quoi. C'était là où j'allais chercher mes films, mes disques, mes livres. Ce lieu que j'ai tellement aimé pour ça, là, il est livré en pâture à des gens qui n'ont manifestement rien à foutre de la culture. Ils sont pas là pour lire ou écouter de la musique, tu vois. Et voir les zombies arriver et tout déchirer et tout, tu te dis, mais j'aimerais bien savoir comment on en est arrivé là, tu vois. Qu'on m'explique un documentaire documentaire sur une plateforme pourrait m'expliquer qu'est-ce qui m'a livré ces images-là. Donc, voilà, je dis pas que les plateformes sont vouées à faire que du documentaire, mais c'est peut-être justement, c'est ce bus, les Bleus en grève, là, m'a fait me dire, si on peut faire ça, on peut m'expliquer plein d'autres trucs de manière très très intéressante. Pourquoi pas au format série, d'ailleurs. Alors justement, c'est aussi, tu peux le faire en documentaire, mais tu peux le faire aussi en fiction, inspiré du réel, comme ça a été le cas avec Prime Video et Culte. Oui, ouais. Revenir sur ce basculement de la télé-réalité, l'histoire du Loft, Loana, tout ça. Mais justement, là, tu rebondis exactement sur ce que je pense, c'est-à-dire que Culte, qui est une très bonne série, je trouve ça très bien, la manière dont ils réanalysent et ils relisent certains événements culturels qui nous sont arrivés. Ça a toute sa place sur les plateformes, et je suis pas sûr que ni la télé ni le cinéma s'y seraient attaqués, tu vois. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Gauthier pour cette chronique et cette proposition aux plateformes éventuellement. En tout cas, on va enchaîner parce que l'heure tourne. C'est le moment de l'agenda. Et Johan, cette semaine, tu nous parles des sorties comprises entre le 11 et le 17 mai. Tout à fait, et on commence sur Paramount Plus avec une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de l'univers Yellowstone, car non, c'est pas fini. Il y a eu 1883, il y a eu 1923, il y a eu Yellowstone évidemment, il y a eu Marshalls, et désormais il y a Dutton Ranch, la suite de l'histoire de Beth et Rip, après les événements de la série Yellowstone, dont on ne grillera pas la fin de la saison 5 si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, ils partent et ils sont plus du tout dans le Montana, ils sont dans le Texas. Est-ce qu'on n'est pas sur un syndrome Walking Dead ? Peut-être un petit peu, mais en même temps, Taylor Sheridan a construit quand même un univers qui est loué pour sa qualité et son unité. Là, il est épaulé par un monsieur qui s'appelle Chad Feehan, qui a notamment travaillé sur Ray Donovan et une série qui s'appelle Low Men, l'histoire de Bass Reeves, donc quelqu'un qui a plutôt les pieds dans le côté un peu western ou western moderne. Et on retrouve notamment Kelly Riley et Cole Hauser qui étaient dans la série originale, et entourés notamment de Jay Courtney, de Annette Bening et de Ed Harris, et ça me fait très plaisir. Donc c'est 9 épisodes à voir sur Paramount+, que vous pouvez compléter par une série qui vient de débuter sur Canal, qu'on pensait faire partie de l'univers Yellowstone, mais en fait non, c'est The Madison avec Michelle Pfeiffer et Kurt Russell, même un peu univers, même créateur, mais pas du tout lié à Yellowstone. Finalement, c'est une série qui suit son propre chemin, mais donc on a une espèce de double actualité Taylor Sheridan cette semaine. Sur Disney+, nous en parlions dans ton intro, Menro. Tout à fait. Le Punisher revient pour une dernière tuerie. One Last Kill, c'est le nom. Et notamment, donc, ça dure 49 minutes. Donc, c'est plus, ils appellent ça un unitaire, c'est plutôt un épisode de série, un stand-alone, comme on dit. Et ça explique notamment pourquoi Frank Castle, donc le Punisher, n'était pas dans Daredevil Born Again saison 2. Puisqu'on va le retrouver loin de New York, et alors qu'il cherche à s'éloigner de ces démons vengeurs, il se retrouve à nouveau au cœur du combat. Et j'ai bien aimé ce qui avait marqué sur les affiches et la bande-annonce: pour trouver la paix, il va la perdre. J'aime bien cette c'est bien, elle est pas mal. Et si ça marche, ça sera ils en referont une de dernière tuerie. Pas forcément, parce qu'en fait lui le film fait aussi un pont. Il explique à la fois son absence de Daredevil et fait un pont avec le Spider-Man qui arrive. Ah oui. Dans lequel donc il y aura le Punisher. d'union. Voilà, donc c'est un trait d'union. En fait, on ne sait pas s'il va mourir dans Spider-Man ou pas, le Punisher. Donc s'il meurt dans Spider-Man, non. S'il survit, peut-être que saison 3. Mais c'est parce que je trouve toujours ça très très risqué de la part des producteurs d'appeler un truc le dernier quelque chose. Tout à fait. On se souvient de manière iconique du dernier exorcisme.
2. Et, Ce qui me fait toujours dire, c'était quoi celui d'avant alors par contre, c'est pas une série. Non, c'est vraiment un unitaire, 49 minutes, qui vit sa propre vie et qui est disponible depuis mercredi et porté évidemment, mais écrit par John Bertal. C'est important de le rappeler. Sur Netflix, depuis jeudi, le retour d'une série, on l'avait complètement oublié. C'était un peu comme Squid Game à un moment, il y avait eu un creux. La Casa des Papel, c'est pas fini, puisque on a la saison 2 de Berlin. Les créateurs, en fait, ont fait en sorte que chaque saison soit indépendante. Donc là, c'est sur un nouveau braquage. Ça s'appelle La Dame à l'Hermine. Et on retrouve notamment Pedro Alonso, entouré de tous les comédiens que vous aimez bien, avec toujours aux manettes Alex Pina et Esther Martinez Lobato, qui étaient donc à la tête de tout l'univers autour de la Casa des Papel. Sur Prime Video, depuis mercredi, ça fait plaisir. Ça arrive en une fois, 8 épisodes. Off Campus, triangle amoureux, New Romance, adaptation de Elle Kennedy. Alors le pitch est savoureux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne sait pas trop draguer, donc elle passe un accord avec quelqu'un dans l'équipe pour lui faire croire qu'ils sont en couple, mais en même temps pour qu'il lui apprenne à draguer quelqu'un de l'autre équipe. Mais évidemment, les sentiments vont s'en mêler. Voilà, donc c'est un peu la stratégie de Prime. Si vous avez suivi, ils avaient fait une grande annonce en début d'année. Ils misent beaucoup sur ce qu'on appelle la New Romance. Donc ils ont fait... comment ça s'appelle à contresens. Oui. Ils ont fait L'été où je suis devenu jolie, ils ont fait Maxton Hall, voilà, tout ça va un peu dans la même veine. Donc là, Off Campus, 8 épisodes, ils ont compris qu'il y avait une vraie fanitude, donc ils mettent les 8 épisodes d'un coup. Et la bonne nouvelle, parce que je sais que c'est votre question d'après, il y a d'autres romans, on aura d'autres saisons. Oui. On aura 5 saisons forcément. Potentiellement, et chaque tome est sur un couple différent. C'est ça qui est génial. Donc c'est à voir sur Prime. Et pour terminer ce petit tour des news avant le en vrac très rapide, sur Netflix, 8 épisodes d'une série qu'on n'attendait pas forcément, mais qui peut intéresser si vous aimez bien la série Power, puisque c'est la nouvelle série de la créatrice de Power. Donc c'est une histoire de la rencontre entre un expert en droit et un détective de police, et donc deux côtés de la loi pour travailler sur les mêmes affaires. Ça peut être assez intéressant, notamment parce que les 2 premiers épisodes sont réalisés par Mario Van Peebles. Il n'y a que moi. Vous suivez. Voilà, on adore Mario Van Peebles, donc c'est très cool de le voir revenir derrière la caméra. Donc c'est disponible sur Netflix, 8 épisodes. Et en vrac, pour dire très rapidement, sur Netflix, vous avez la saison 2 de Devil May Cry. Vous avez je crois que c'est une série, qui s'appelle Hamster, un documentaire qui s'appelle L'Accident, et vous avez potentiellement quelques spectacles d'une espèce de festival d'humour qui s'appelle Netflix is a Joke, qui est un grand festival d'humour, notamment à Los Angeles, et donc quelques extraits sont retransmis sur Netflix. Sur Disney+, vous allez pouvoir passer en cuisine avec Stanley Tucci, la saison 2 de Cuisine à l'italienne. Exactement. On adore Stanley Tucci et on adore la cuisine italienne, donc on devrait aimer les deux. Il y aura également l'intégrale de Dragon Ball Kai, et il y aura la saison 2 de Rivals, dans lequel basé sur une rivalité entre deux patron de médias, avec Alex Hassel et David Tennant. Pourquoi je parle de David Tennant ? Parce qu'il est sur Prime dans la saison 3 de Good Omens. L'enchaînement. Très bel enchaînement. Bravo. Dernière saison, où on le retrouve dans son tandem Dieu et Diable avec Michael Sheen. Il y aura aussi une nouvelle série qui s'appelle It's Not Like That, avec une histoire de rencontre entre un pasteur veuf et une maman divorcée. Y aura-t-il de l'amour ? Je pense qu'il y aura de l'amour. Sur HBO Max, il y a pas mal de choses à voir aussi cette semaine. Regular Show, Les Cassettes oubliées, j'aime bien ce titre. Une série d'animation qui voit un jet bleu qui s'appelle Mordecai et un raton laveur qui s'appelle Rigby, qui sont paresseux, qui travaillent dans un parc municipal. Voilà, sur le principe, j'aime bien l'idée. Il y a une série française qui était passée d'abord sur, on va dire, en linéaire, qui maintenant arrive sur HBO Max en 4 épisodes, qui s'appelle Désenchanté. Et il y a une discussion entre Mel Brooks, qui vient de fêter ses 99 ans, et Jude Apatow, donc une série de conversations sur le cinéma. Et pour terminer, sur Universal Plus, une nouvelle série un peu sortie de nulle part qui s'appelle We Come in Peace, qui préfigure un petit peu le film de Spielberg qui arrive, Disclosure Day, puisqu'on verra le monde confronté à l'apparition d'un phénomène extraterrestre, mais là au-dessus de Stockholm, puisque c'est une série nordique. L'avantage de cette série, et ne la loupez pas pour ça, si vous demandez mais à quoi ressemble Menro derrière sa voix suave, la série est portée par Fares, ce comédien qu'on adore, et donc vous pourrez voir un peu le sosie officiel de Menro face à des aliens, et ça nous
nous fait plaisir. Fin du tour des news. Merci beaucoup Johan pour ce marathon des news. Ce sera tout au niveau des sorties, c'est d'ailleurs là-dessus que s'achève notre émission aujourd'hui. C'était Original saison 2 épisode 38. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur. Merci les copains, ouais. Ainsi que Magic Andou au montage. À qui on fait des bisous, comme chaque semaine. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. À plus. Bye bye.